ABK Matin, l'interview. Le politologue et docteur en sciences politiques, Dr Aristide Monod, est l'invité de Sidonie Fikak ce matin. Bonjour Dr Aristide Monod et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour à vous, bonjour à tous vos auditeurs. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve dans le cadre des échanges citoyens et républicains. Rassurez-vous, le plaisir, il est partagé avec vous. On parle ce matin de cette affaire ministère des Sports et de l'Éducation physique versus Fédération camerounaise de football. Est-ce qu'on peut penser à une impossible sortie de crise vu l'évolution des événements? Nous ne sommes pas si loin de cette impossibilité, mais toujours est-il que les tendances qui s'affrontent aujourd'hui n'ont pas les mêmes forces, ils n'ont pas les mêmes pouvoirs. D'un côté, vous avez Samuel Eto'o avec son équipe du côté de Tinga qui restent campés sur leur position, à savoir le respect de l'exclusivité du choix du staff technique des Lions indomptables par la FECAFOOT, et de l'autre, vous avez le ministère des Sports et de l'Éducation physique qui bénéficie de son côté, il bénéficie de la solidarité gouvernementale. Si on s'en tient à la célérité avec laquelle les sanctions ont été prises, les sanctions administratives et les affectations disciplinaires ont été effectuées à l'encontre de deux agents du staff nommés par la FECAFOOT. Si on s'en tient également à l'entêtement des hautes instructions qui ne font que pleuvoir dans cette affaire. Il est donc clair qu'il y a une certaine récidive de part et d'autre, il y a une rébellion de part et d'autre, il y a un entêtement, mais au fond, nous pensons que les acteurs ne disposent pas des mêmes ressources. Du coup, on se dit avec l'usure du temps, il y aura essoufflement du côté des Tinga parce que du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique, on dispose des moyens, des instruments de l'État et de l'autorité de l'État. Ajouter à cela le réalisme de l'État qui se traduit dans cette expression qu'on utilise généralement, à savoir la raison d'État. Donc, il y a un enjeu assez élevé du côté du pouvoir de Yaoundé qui fait que quelle que soit l'imposture dans laquelle il peut se trouver, la raison d'État primera parce qu'il faudra sauver la face de l'État. Et lorsqu'on parle de la face de l'État, ici on parle des hautes instructions et de la parole présidentielle. Oui. Monsieur Biya-Paul, à l'occasion de son discours du 10 février 2024, discours adressé à la nation, il a été clair pour ce qui était du réalisme de l'État, de la raison d'État et aussi de la dévolution, de la traduction dans les faits de ce réalisme de l'État, de cette raison d'État par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Après, il y a eu les signatures du chef de l'État, des signatures. Donc, la traçabilité reste encore à prouver. Oui. Le haut accord du chef de l'État. Donc, il y a dans cette raison d'État, deux éléments à sauver. La parole présidentielle du 10 février 2024 et aussi la signature du non écrite du président de la République avec ce haut accord. Donc si aujourd'hui la FECAFOOT de Samuel Eto'o finit par prendre le dessus sur le MINTEP, ça sera un dessus sur la parole présidentielle et un dessus sur les hauts accords, ce qui va mettre en difficulté toutes les hautes instructions à venir et passer. Et ça sera complexe lorsqu'on sait que du côté de Yaoundé, la modalité de gestion de l'État face à l'incapacité progressive du président de la République à assumer officiellement ses décisions, on a pensé la mécanique des hautes instructions. Est-ce que l'État du Cameroun ou le régime de Yaoundé est prêt à sacrifier la sacralité des hautes instructions ou de la parole présidentielle? C'est là où se trouve le nœud du problème. Et pour nous autres qui maîtrisons un peu les démarches de ces hommes, et ils ne sont pas prêts et ils ne seront pas prêts à sacrifier la sacralité de la parole présidentielle ou des hautes instructions parce que c'est ce qui leur permet aujourd'hui de continuer à tenir les rênes de l'État malgré l'effacement progressif du président de la République du champ de la décision.
Docteur Aristide Mono, l'équipe de Tinga aurait également reçu de très hautes instructions et de très hauts accords du chef de l'État. On a donc des hautes instructions qui sont transmises au ministère des Sports et de l'Éducation physique et d'autres hautes instructions qui auraient été transmises du côté de l'équipe de Tinga à travers la lettre qui présentait au finish l'équipe du staff qu'on a considéré comme étant consensuelle. Est-ce qu'on ne s'y perd pas un tout petit peu? Oui, parce que il y a cette instrumentalisation, cet accaparement des hautes instructions par les différents acteurs, les différents héritiers au poste présidentiel, poste BIA. C'est tout le monde qui veut arroger la proximité présidentielle dans ce vent ou alors dans cette nouvelle tendance des hautes instructions. Mais lorsqu'on reste un peu lucide, moins passionné, on peut se poser quand même un bon nombre de questions, même si au fond la problématique demeure, celle de la paternité présidentielle des hautes instructions. La question est la suivante. Est-ce que M. Samuel Eto'o peut recevoir des instructions du chef de l'État, des hautes instructions pour les recruter à un de ses collaborateurs? Appartient-il à l'appareil gouvernant? Est-il un proche collaborateur du président de la République pour recevoir les chuchotements de lui? Est-ce que Samuel Eto'o fils fait partie de ceux-là qui ont la possibilité, la capacité, la légitimité, la légalité de répercuter des hautes instructions du président de la République? Je dirais non. Par contre, pour ce qui est de l'autre camp, il est clair que lorsqu'on essaye de regarder la circulation ou alors l'itinéraire pris par les hautes instructions, personne ne peut d'une manière aussi active mettre en déroute ou mettre en cause en fait la paternité présidentielle de ces hautes instructions. J'ai dit de manière active. Oui. C'est à part, généralement, la tendance nous a habitués à ce que les hautes instructions viennent du IGPR et puis répercutées au niveau des autres adjoints ou des autres collaborateurs du chef de l'État. Donc, s'il y avait une crédibilité à attribuer à chacune des hautes instructions, on dira tout simplement que les hautes instructions de Samuel Eto'o relèvent de l'imposture administrative, politico-administrative, oui. Et les instructions du MINSEP sont assez soutenables au regard déjà de l'ordonnancement des décisions au sommet de l'État et au regard également de la pratique qui nous a toujours habitués à ce que ces hautes instructions viennent du IGPR. Donc, je crois que la polémique autour des hautes instructions entre les deux tendances est, ma foi, inopportune parce que ça saute à l'œil nu. Le président Biya ne peut pas quand même passer par Samuel Eto'o fils pour parler à un de ses ministres, sauf si Eto'o fait désormais partie de son cadre très restreint dans la gestion de l'État. Peut-être en privé, mais on ne gère pas l'État en la nuit, l'État se gère en plein jour. Oui. Docteur Aristide Mono, nous sommes donc dans une crise et l'avenir des Lions indomptables est questionné à partir de cette crise. Est-ce que vous pensez qu'on peut en sortir et quels sont selon vous les éléments qu'il faudra mettre en place pour mobiliser pour pouvoir sortir de cette crise? Vous savez, on a l'impression que nos gouvernants se sont accommodés avec ce genre de situation. Lorsque vous regardez un peu, vous interrogez un peu la biographie de la gouvernance au Cameroun, vous allez vous rendre compte qu'à chaque moment, on s'est toujours entouré des situations de crise et des situations de conflit. On a l'impression que c'est dans la crise ou dans le conflit que les uns et les autres s'en sortent. Il se sentira alors mieux dans la crise pour mieux gouverner le Cameroun. On pourrait même dire que c'est une démocratie de la crise, une gouvernance de la crise. Donc, oui. Il n'y a aucune situation qui est vraiment étrangère à ces gens aujourd'hui. Ils ont toujours géré comme ça et je crois qu'ils sortiront de cette affaire tout en sauvant à la fois l'image de l'autorité de l'État et aussi les objectifs qui sont poursuivis. Ce qui est sûr, c'est que si on se réfère à la raison d'État, si on se réfère aux moyens en leur possession, il est clair que l'équipe de Tinga finira par abdiquer. Il finira par abdiquer même s'il faut utiliser la contrainte de la violence physique
légitime. Et Dieu seul sait quel est le niveau de froideur des gens de Yaoundé. On peut dire, bon, Eto'o, il a des réseaux. Il est aussi soutenu, parce qu'il faut rappeler que pour arriver à ce niveau de récalcitrance, ce niveau de rébellion, il faut avoir des arrières assez costauds. Mais ces arrières, lorsqu'on les pose sur la balance face aux arrières de ceux qui ont à sauver la sacralité de la parole et de la décision présidentielle, on dira tout simplement que les arrières d'eau sont des nains devant les arrières de ceux qui pensent qu'aujourd'hui il faut faire prévaloir la raison d'État. Maintenant, la situation du football camerounais, les échéances à venir, l'avenir même de la FECAFOOT, ça semble assez complexe parce qu'il faut dire que malgré les moments de faiblesse que peut connaître Samuel Eto'o, par exemple cette conférence, en tout cas cette présence quasi obligée, cette présence quasi obligée à la dernière conférence de presse, malgré ces moments, Eto'o reste quand même un teigneux et il peut constituer à long terme un teigneux dans la chaussure de l'ordre dominant. Donc la meilleure issue sera tout simplement la séparation des uns et des autres, non forcément soit la démission de Samuel Eto'o fils, soit peut-être les pressions qu'il pourra peut-être recevoir, qui feront en sorte que soit son entourage, ses collaborateurs lui demandent de démissionner, soit les coups de téléphone très répressifs lui demandent de démissionner. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement une affaire de football, ce n'est pas une affaire de la FECAFOOT, c'est une affaire assez complexe. Ce sont des batailles de réseau au sein de la présidence, des batailles qui ont pour enjeu le contrôle de la succession. Et à ce moment précis, au regard de la tendance prise par la tendance qui est aujourd'hui derrière les hautes instructions officielles, au regard des enjeux, au regard de leur ascendance, je vois mal ces gens abdiquer face à Samuel Eto'o fils ou face à l'autre camp sur cette affaire de Samuel Eto'o fils. Ça serait un peu complexe, c'est le prolongement de l'affaire, en tout cas des débuts du grand soir. La suite logique de l'affaire Martinez-Ozoko, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc il ne faut pas seulement regarder l'affaire sous le prisme du football, essayer de banaliser la situation, elle est un peu plus complexe. Si aujourd'hui le camp qui contrôle les hautes instructions se voit défait, se voit invaincu sur cette affaire par l'autre camp, ça sera une égalisation, ça sera du 1-2 partout. Or, le camp qui tient aujourd'hui l'oreille, la parole du président de la République ne peut pas manquer une occasion d'alourdir le score, donc de passer au 2-0 au lieu d'accepter le nul dans le 1-1. Nous restons sur le champ politique parce qu'on parle de sport, mais il s'agit beaucoup plus de politique en parlant de cette autre crise qui sévit au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale avec des oppositions entre Robert Kona, président cofondateur du PCRN, et l'honorable Cabral Libi qui en est le président depuis le mois de mai 2019 et la tenue de ce congrès extraordinaire du PCRN présidé par Robert Kona qui évince du poste de président Cabral Libi, et une tenue de congrès qui s'est faite en marge de l'interdiction du président du tribunal de Marois III qui demandait donc que cette affaire, que ce congrès ne se tienne pas en attendant justement les décisions de ce procès qui est encore en cours du côté du tribunal de Kaélé. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ce qui est en train de se passer, docteur Aristide Mono? Trois choses à comprendre, Sidonie. La première, c'est la continuité de cette manie de démanteler l'opposition au Cameroun. Cette stratégie souterraine de l'ordre dominant de mettre en déroute les opposants redoutés et redoutables, et aussi de mettre en difficulté toute dynamique de coalition des forces de l'opposition afin
de constituer une dynamique assez solide pour faire face à l'ogre dominant. Il faut dire que depuis 1992, après les frayeurs de 92, le score n'a pas du tout reluisant de l'ogre dominant aux élections présidentielles de 92, il y a eu une mécanique qui a été pensée, celle de démanteler l'opposition de deux façons. Oui. Une première en procédant par la corruption, une deuxième en essayant de créer des troubles au sein des différentes formations partisanes de l'opposition. Et ce que Cabral Libby, le PCRN de Cabral Libby subit aujourd'hui, c'est la deuxième modalité. Donc forcément, la corruption n'a pas tenu. On est passé à une autre étape. Et l'objectif est de mettre en difficulté un élément assez important, assez redouté de l'opposition camerounaise. Deuxième élément, il faut voir dans cette situation l'instrumentalisation de la force administrative avec l'entrée en jeu de l'administration territoriale qui ne joue pas toujours franc jeu pour ce qui est de la régulation du fonctionnement des partis politiques au Cameroun. L'administration territoriale a toujours un parti pris et ce parti pris met toujours dans les bonnes grâces l'ogre dominant. Donc aujourd'hui, on a déployé l'administration territoriale au plus haut sommet pour détruire Cabral Libby, détruire le PCRN, pour que ce parti qui a été brillamment soulevé par Cabral Libby soit aujourd'hui un instrument à la solde de l'ogre dominant. Vous avez vu la sortie du PCRN version Kona, leur déclaration où il est clairement dit que Biapol, qui a 92 ans cette année, doit se porter, en tout cas doit être candidat en 2025 et faire encore 7 ans, donc diriger le Cameroun jusqu'à l'âge de 99 ans. Vous voyez que c'est en fait l'objectif qui est recherché par l'administration territoriale dans cette affaire. Il y a également cette autre leçon à la nation de Kona accordée chez un de vos confrères, Charles Bioela à Radio Sianto. Oui. Il disait clairement qu'il attend en fait les directives du ministre de l'administration territoriale. Vous voyez donc de manière étanche, on n'a pas besoin d'organiser un séminaire de formation pour qu'on comprenne que en fait derrière cette affaire se trouve la main noire du régime qui agit par l'entremise du ministre de l'administration territoriale qui manipule Kona pour mettre en difficulté un opposant important, quelqu'un qui risque de ne plus être contrôlable d'ici peu. Donc l'affaire là n'a rien à voir avec le droit, ça n'a rien à voir avec les logiques rationnelles. Il s'agit tout simplement d'un braconnage politique orchestré par le haut pour détruire Cabral Libby. Et on pourrait bien penser que cela est regrettable, docteur Aristide Mono. Merci pour votre disponibilité à répondre à nos questions ce matin dans le cadre de cette émission ABK Matin. C'est un plaisir encore de vous avoir sur nos antennes. Plaisir partagé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je reste toujours disponible. À chaque fois que le temps le permettra, on fera des efforts pour édifier les Camerounais à notre petit niveau, tout en appelant les uns et les autres à prendre leurs pleines responsabilités et abandonner le messianisme politique qui voudrait que notre sort politique soit entre les mains de quelques illuminés. Chacun de nous est responsable de la marche du pays, chacun de nous est responsable de la conservation de ce qui nous est commun, à savoir la nation camerounaise. Merci.